Bonsoir, c'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir et de vous entretenir d'un sujet qui fait souvent l'actualité, à savoir l'énergie. Je vais mettre l'accent principalement sur les prix, parce que les prix nous permettent d'interpréter qu'est-ce qui se passe et peut-être aussi essayer d'anticiper quels seront les principaux changements. Alors, je vais parler aussi parfois des quantités, mais je vais insister sur les prix, parce que les prix enregistrent qu'est-ce qui s'est passé, hein, les facteurs qui ont joué un rôle. Et également, ça guide aussi vers des décisions privées et publiques. Alors, avant d'aller plus avant, lorsqu'on parle de l'énergie, évidemment, on a à l'esprit certaines formes, le pétrole, hein, qui fait les manchettes régulièrement. Le pétrole, lui, en général, il est traité au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il y a un marché mondial du pétrole. Tout de suite, je devrais ouvrir une petite parenthèse. Un marché mondial veut dire qu'on paie à peu près partout le même prix et que les producteurs reçoivent aussi le même prix. Mais depuis quelque temps, comme on va voir, ce n'est plus le cas dans le centre de l'Amérique du Nord, où il s'est créé un écart entre les prix à ce niveau-là et les prix au niveau mondial. Mais pendant plusieurs années, le marché du pétrole était un marché mondial. Ensuite, il y a le gaz naturel, où le gaz naturel, lui, est transigé à un marché principalement continental. Dans le cas de l'Amérique du Nord, le marché du gaz naturel il est assez bien intégré à travers les trois pays, particulièrement le Canada et les États-Unis. Donc, on paie à peu près tous le même prix pour la marchandise. Ce qui fait des différences de prix, c'est les coûts de transport pour l'emmener dans différentes régions. Plus on est loin des sources d'approvisionnement, évidemment, plus le prix est élevé. Et finalement, il y a l'électricité, où là, c'est la dimension régionale. Les États, les provinces, qui jouent principalement un rôle. Et la région ici est une belle illustration de ce phénomène-là. Il s'agit de franchir la rivière pour payer 70% de plus au niveau résidentiel. Donc, même si vous vivez à Ottawa, vous ne pouvez pas demander d'être desservi par Hydro-Québec. Il y a des frontières régionales et les marchés, même s'il y a eu une certaine forme de déréglementation, j'y reviendrai, et il demeure que la dimension régionale est encore très importante. Donc, voici à peu près le plan. Gardez à l'esprit ces trois niveaux-là. Et il y a quelques interactions entre ces marchés-là. Je pourrais en parler à l'occasion, mais somme toute, au point de départ, regardons ces trois marchés-là de façon, pour le moment, plus ou moins indépendante. Donc, je vais vous parler d'abord de l'évolution du prix du pétrole, parce que le pétrole demeure le bien le plus transigé à l'échelle mondiale, et ça l'influence toutes les autres formes d'énergie. Donc, je vais vous parler du prix du pétrole sous différents regards. Ensuite, je vais passer au gaz de schiste. Et à travers le gaz de schiste, je parlerai un peu de l'électricité et pour conclure, quels sont les enjeux qui se présentent pour le Québec présentement. Simplement pour rafraîchir votre mémoire, si on se concentre, ça c'est l'histoire du prix du pétrole depuis les tout débuts, où on a foré apparemment le premier puits en Pennsylvanie. Mais le gros du pétrole, évidemment, a été consommé dans la période d'après-guerre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les équipements pour consommer du pétrole, ça somme toute... ça donnait lieu à un niveau de consommation relativement faible. Alors, ce qu'on observe à partir de l'après-guerre, les 2-3 premières décennies, hein, le prix était bas et stable, très bas, au point où, ici même au Québec, on a construit le secteur privé, hein, avant la nationalisation de l'électricité,
a construit une centrale au mazout, la centrale de Tracy, près de Trois-Rivières, pour produire de l'électricité de base pour le marché québécois. Le prix du pétrole était tellement faible qu'il y a beaucoup de régions qui installaient des centrales au mazout. D'ailleurs, à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, à peu près 25 de l'électricité aux États-Unis était produite à partir du pétrole, alors qu'aujourd'hui, c'est à peu près zéro. Ici, la centrale Tracy, elle n'a jamais joué son rôle. Hydro s'en est servi assez longtemps comme élément dans les périodes de pointe, lorsqu'il faisait très froid. Il opérait la centrale de Tracy. Et parfois, ils l'ont opéré de façon plus prolongée lorsque les niveaux des réservoirs étaient faibles. Alors là, on opérait la centrale en continu pour suppléer au manque d'eau. Mais ça n'a jamais été une centrale de base qui était plus ou moins en opération de façon permanente. Là. Alors, donc, il y a une période de faible prix qui a perduré pendant 2-3 décennies. Et là est arrivé le premier choc pétrolier de 1973, où le prix a été multiplié par 5. Un autre choc pétrolier en 1979, où le prix a atteint des niveaux qu'on vient de rejoindre là, dans les dernières années. Donc, c'était des niveaux très élevés par rapport aux expériences antérieures. Par après, il y a eu la déréglementation en 1985. Le prix a chuté. Et entre 90 et 99, il y a seulement 1 ou 2 années où le prix moyen a excédé 20 $ à l'époque. C'est ce qui nous a emmené la flotte au SUV. Hein, le pétrole ne coûtait pas cher, puis on est revenu avec des véhicules plutôt gourmands. Mais depuis 2000, le prix est à l'ascendant. Évidemment, ici, ça ne montre pas les variations, fines, là. Mais donc, ce qui est à remarquer, c'est que depuis 1973, les prix en général sont beaucoup plus élevés qu'avant et surtout beaucoup plus instables. Ça ne changera pas. Donc, il faut garder ça à l'esprit que le marché pétrolier est un marché mondial avec des prix relativement élevés. Hein, aujourd'hui, on est plus élevé même qu'en 1979. Je crois qu'en termes nominal, la pointe a été atteinte juste avant la récession de 2008.